Salut à tous, salut Thierry. Salut Baptiste. Alors aujourd'hui on va parler d'une bataille après l'autre, donc le film de Paul Thomas Anderson, qui est donc un cinéaste très célébré, qui a une carrière qui parle pour lui, avec notamment un film comme There Will Be Blood ou The Master, plus récemment Licorice Pizza, que personnellement j'avais un petit peu moins aimé dans cette veine nostalgique, mais je sais aussi que beaucoup de monde l'avait apprécié. Et donc là, il nous offre une chronique un peu plus contemporaine sur les affres, on va dire, de la division américaine. Là, il s'intéresse en fait à un groupuscule d'extrême gauche qui, alors lui, il va plonger dans 20-30 ans avant notre époque actuelle, mais ensuite on aura une seconde partie qui se déroulera de nos jours. Mais en tout cas, il s'intéresse à l'historique et l'affiliation d'un groupuscule d'extrême gauche. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Thierry ? Par rapport à ce que tu mentionnais sur ces anciens films, moi c'est un réalisateur qui compte ou qui comptait pour moi. Il y a beaucoup dans la première partie de sa carrière, beaucoup de films que j'avais vraiment beaucoup appréciés et que je continue à beaucoup apprécier. C'est vrai que les deux derniers, sans que la qualité en tant que telle des films soit véritablement à remettre en question, moi personnellement m'avait moins touché. Le sentiment que j'en avais, qui est un peu diffus, c'était que je sais pas, que son cinéma c'était un peu édulcoré, que il y avait une tendance à ce que ça soit un peu plus, c'est peut-être là où c'est le plus marqué, c'était dans le précédent, dans le Licorice Pizza, donc un peu plus mainstream. Après c'est un réalisateur dont il faut aussi rappeler que au box-office, ses films n'ont pas toujours super bien marché. Il a une aura particulièrement bonne dans la critique en général, mais c'est pas forcément un réalisateur qui fait s'accourir les foules dans les salles. Et ce dernier-là, je sais qu'il a très très bien démarré. D'accord. Et j'aurais tendance à dire moi personnellement, je le trouve bien dans la lignée un peu plus mainstream du précédent. Et par ailleurs, je le trouve un peu trop hétéroclite à mon goût. Il est assez long, 2h40. J'ai l'impression qu'il joue un peu sur différents registres, comme certains acteurs pourraient jouer sur différents registres. Enfin, on peut en discuter. Et j'ai eu un petit point d'achoppement sur une espèce de manque d'homogénéité à l'intérieur de ce film-là. Ouais, et moi pour le coup, donc à ce moment-là, effectivement, si tu veux juste qu'on donne un premier ressenti, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour le coup, j'ai aimé. Et je suis d'autant plus content d'avoir aimé, on va dire, que avec Licorice Pizza, j'avais senti un début de déconnexion avec ce cinéaste que j'aime beaucoup, qui est pas non plus à mon panthéon de tous les temps, mais disons qu'il est à mon panthéon des cinéastes contemporains. Je pense quand même qu'il est vraiment au-dessus du lot. Là, sur celui-ci, je trouve quand même qu'il retrouve toute sa puissance d'évocation qui pour moi avait fait The Master ou There Will Be Blood. C'est-à-dire, c'est pas forcément des films à ce point, en tout point précis, rigoureux sur tous les aspects qu'il peut mettre à l'écran, mais par contre, moi, avec cette histoire d'une guerre entre l'extrême gauche et l'extrême droite, pour faire vite, aux États-Unis aujourd'hui, il m'a quand même édifié et il m'a convaincu. Et aussi, en fait, moi, ce qui m'a intéressé aussi dans ce film, c'est qu'il montre bien que dans cette guerre entre extrême gauche et extrême droite, encore une fois, pour faire très vite, les armes, les deux camps ne se battent pas à armes égales. C'est-à-dire qu'en fait, l'extrême droite, elle a pour elle d'être quand même plus naturellement d'être du côté de l'ordre établi. De toute façon, c'est les valeurs de droite sur l'ordre. Et il se trouve que le film montre bien que certains éléments de l'armée ou de la police, mais dans le film, c'est l'armée qui s'occupe de faire la police anti-immigration, pour faire vite, des membres de l'armée haut placés sont racistes et veulent faire expulser le plus de migrants possible. Et cet aspect-là, que l'extrême droite, elle, dans l'Amérique actuelle, en tout cas, évidemment avec Trump, elle est au pouvoir, mais disons qu'elle a une structure plus globale en sa faveur avec les forces de l'ordre, me paraît être assez bien vue. Et
c'est pas dire que dans le film, il se paye pas aussi l'extrême gauche dans certaines de ses caricatures et dans certaines de ses errances. Mais disons que il va quand même entrer un petit peu plus en détail que juste renvoyer dos à dos extrême droite et extrême gauche, comme on avait pu le voir dans Eddington de Ari Aster, un film que j'avais beaucoup moins aimé cette année. Beaucoup de choses. Alors, tu soulèves beaucoup de points par rapport à cette confrontation gauche-droite, enfin extrême gauche et extrême droite dans le film. Effectivement, il y a eu sur les 2 dernières années, on va dire qu'il y a 3 films importants au niveau de Hollywood qui, d'une manière ou d'une autre, ont traité de politique aux États-Unis. Donc, il y a ce dernier de Pitié. Il y a Eddington qui est vraiment concomitant parce que Eddington était à Cannes au mois de mai, donc il est sorti dans la foulée. On peut vraiment faire un comparatif relativement facilement. Hein. On est vraiment juxtaposés l'un derrière l'autre. Je sais, c'était l'an dernier, il y avait Civil War de Alex Garland. Ouais. Alors pour le coup, qui genre complètement différent. On sait même plus où est-ce qu'était l'extrême gauche et l'extrême droite. Hein. C'était tellement confus que il y avait 2 clans qui s'affrontaient, mais sans qu'on sache véritablement les tenants et les aboutissants de qui défendait quoi ou quoi qu'est-ce. Dans Pitié, je pourrais te concéder que la description qui est faite d'une certaine frange de l'extrême droite est relativement juste, dans le sens où effectivement il y a des white supremacistes aux États-Unis qui donc ça va au-delà du fait de vouloir virer des migrants. Hein, c'est vraiment des ils sont obnubilés par leur couleur de peau et le fait que les gens d'autres couleurs de peau auraient des taux de reproduction plus importants, donc ils sont en train de prendre une place plus importante. Le métissage. Donc on se souvient de certaines paroles de Musk par rapport à ça, hein, qui voulait, pour ainsi dire, régénérer la population blanche aux États-Unis. Mais d'une, je trouve que c'est relativement succinct par rapport à tout ce que l'extrême droite et au-delà de ça, tout ce que le camp MAGA recouvre aux États-Unis. Je trouve que dans ce film, on a vraiment cette poignée donc c'est une espèce de petit conclave, société secrète. Ce qui est marrant, c'est que, on en parlait juste avant, moi j'ai eu l'impression que les premières notes qui étaient jouées dans le film me renvoyaient à Eyes Wide Shut, et en fait, là où la connexion pourrait être faite, c'est sur ces sociétés cachées avec des hommes blancs, plein de pouvoir, qui sont en train de manipuler la population, de toute façon. Mais au-delà de ce groupuscule qui a du pouvoir, donc on sait pas trop si c'est industriel, il y a peut-être un homme politique, on sait même pas trop, il y a essentiellement des gens qui appartiennent soit à l'armée ou à la police, mais derrière c'est le désert en fait. Pitié, il nous montre pas avoir ce qui est le clan MAGA derrière, comment est-ce que cette poignée de gens peuvent être au pouvoir actuellement, c'est table rase. Et de l'autre côté, on a un groupuscule d'extrême gauche qu'on voit en 2 temps, hein, puisque il se passe 16 ans entre la première partie et la deuxième partie du film. Sachant que ce groupuscule d'extrême gauche, terroriste, anarchiste, ça correspond plus au niveau de l'histoire des États-Unis à une période des années 60-70. Or, si le film est contemporain maintenant, 16 ans plus tôt, ça nous ramène au tournant du siècle, et je trouve que ces extrémistes de gauche sont pas représentatifs de ce qu'était l'état des États-Unis à ce moment-là et maintenant. Et j'en viendrais presque à dire que en nous montrant le clan opposé à l'extrême droite comme étant des extrémistes de gauche, terroristes et tout ça, on en viendrait presque à accréditer les thèses de Trump, qui passe son temps à dire que c'est l'extrême gauche, quand finalement il s'attaque à des pauvres bougres qui sont absolument pas politisés. Donc sur le flanc de la politique, certes il y a des choses qui peuvent être bien vues, forcément il brasse beaucoup de choses, mais je trouve que globalement ça reste relativement pauvre sur sa description de l'état actuel de la politique aux US actuellement. Moi je pense pas qu'ils veulent être exhaustifs effectivement sur tous les tenants et aboutissants de la politique actuelle aux États-Unis, parce que bon, déjà, je pense qu'on est tous pris dedans, même si on ne vit pas aux États-Unis, et puis bon, l'Europe, on est quand même très dépendant des États-Unis, mais disons qu'on voit bien ça arriver, et on n'arrive pas toujours nous-mêmes à démêler
les tenants et les aboutissants. Donc moi, ça, c'est pas forcément un reproche que je lui ferais. Je pense pas qu'il a essayé d'être exhaustif. Je ne pense pas qu'avec ce film-là, il fait une fresque. Effectivement, c'est peut-être là où il y a un malentendu aussi dans la presse, où on parle d'une grande fresque définitive sur l'Amérique d'aujourd'hui. Ça, je pense pas que ce soit l'intention de PTA. Par contre, je pense que lui, ce qui l'intéresse, c'est de décrire une guerre culturelle entre la droite et la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, mais bon, en ce moment, ça devient un peu la droite et la gauche. Pour moi, effectivement, il peut verser dans la caricature sur ce qu'est la droite, l'extrême droite aux États-Unis en ce moment, mais il faut bien dire que la réalité en ce moment lui donne raison. Et par ailleurs, donc le camp de la gauche est montré avec une certaine subtilité, je trouve, entre les différentes époques, avec un Leonardo DiCaprio, donc qui incarne un héros de son époque. Mais qui est un petit peu dépassé par la nouvelle génération de militants. Gentil, À un moment donné, il y a une scène, moi, que j'ai trouvé très drôle. Il est très dépassé, et puis il est très défoncé en plus de ça, donc ça. Non, mais c'est ça, c'est que bon, déjà, il s'est laissé complètement aller à son amertume d'avoir perdu sa femme. On sent que c'est le gros truc quand même, hein, c'est ça qui l'a touché, mais aussi que ses idéaux n'ont pas pu être défendus de la bonne manière et trouver une issue favorable. Mais effectivement, bon, voilà, à côté de ça, il n'a pas bien saisi les évolutions sociétales que le camp progressiste désormais cherche, c'est-à-dire notamment sur tout l'aspect transgenre. À un moment donné, il se moque d'un ami de sa fille, Yels. Bon, on sent qu'il n'est pas foncièrement opposé, mais on sent qu'il est un peu rustre avec toutes ces questions et qu'il est quand même pas tout à fait à même donc il y a quand même une subtilité sur l'évolution de ce qu'est la gauche. Je pense que c'est vraiment ça le nœud du film. Enfin, c'est vraiment ça qui l'intéresse particulièrement, Pitié, en fait. Plus que cette opposition entre le extrême gauche et extrême droite qui est. Je sais pas si c'est le nœud du film. Ça vient comme quelque chose un coup de pinceau qui met là sur le portrait de cette face de la gauche. Un combat après l'autre ou une bataille après l'autre. Voilà, c'était. En particulier, quand on est un idéaliste d'extrême gauche, moi, c'est le sentiment que j'en ai. Hein, c'est ce que nous dit Pitié, c'est que c'est très très difficile de conserver la fibre et l'envie de vouloir se battre, parce que bon, les époques changent, donc après les combats changent aussi. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, arrive à un moment où, alors déjà dans la première partie, qui dure environ une demi-heure ou peut-être un petit peu plus, qui est relativement longue, hein, pour pouvoir contextualiser ce qui s'est passé 16 ans plus tôt. Ils sont déjà un peu représentés comme des pieds nickelés, les extrémistes de gauche. Hein. Il y a des scènes qui sont, d'entrée de jeu, on voit DiCaprio arriver en tirant un truc, on a l'impression que c'est un SDF qui est en train d'arriver. Mais donc en fait non, il est en train de rejoindre un groupe son groupe d'extrême gauche qui n'est constitué que de personnes noires. Donc on a l'impression que c'est un peu l'hurluberlu qui a déboulé là-dedans parce que c'était fun. Donc bon, je peux aussi facilement comprendre qu'il ait perdu la fibre avec le temps. Mais ce qui, pour moi, la chose la plus sincère que Pitié aurait à dire dans le film, c'est que voilà, au bout d'un moment, il est temps, monsieur, laissez votre tour. Vous avez fait votre temps, vous avez fait vos combats. Maintenant, c'est plus de votre ressort et il est temps de passer la balle à la plus jeune génération. Donc, c'est ce que le film nous montre avec cette passation avec sa fille. Moi, je trouve aussi, là où le film est assez juste et assez édifiant, c'est toute cette scène de l'assaut par la police anti-immigration. Alors, en l'occurrence, c'est l'armée via le personnage joué par Sean Penn. On pourra revenir sur ce personnage si tu le souhaites. Donc il y a là toute une séquence assez extraordinaire, moi je trouve, où effectivement ça devient une souricière où en fait DiCaprio cherche à s'échapper.
et à retrouver sa fille. Mais en même temps, c'est aussi la population hispanophone qui est prise d'assaut. Et là, lui, donc, en est ramené, puisque ses codes et ses mots de passe ne fonctionnent pas avec son groupuscule d'extrême gauche. Si, ça fonctionne très bien, sauf qu'il a perdu la mémoire, il se souvient plus du dernier. Il a oublié du dernier mot de passe et ils sont un peu rigides. Et il est tombé sur un mec un petit peu à cheval. Bon voilà, dialogue vraiment savoureux. Mais disons que là, on pénètre aussi dans l'univers d'une population hispanophone qui a appris à résister et à fuir la police, tout simplement, par tout un système de portes dérobées et puis d'appartements qui mènent à un autre appartement, de pièces, de tunnels et de tapis qui se referment, etc. Et le personnage de Benicio del Toro incarne cette débrouille tranquille et qui signifie à DiCaprio, il n'y a pas que toi, t'es pas le centre du monde, tu crois que l'appareil d'État, il te vise toi, mais en fait l'appareil d'État, en ce moment, et depuis même 200 ans, voire plus, on est, je sais plus quelle est la phrase, mais on est habitué à être assailli, quoi. Depuis, je pense que lui, il fait remonter ça à la colonisation espagnole, en fait, presque, si tu veux. Et donc ça, je trouve que on a comme ça à chaque fois des prises de recul, des pas de côté que Pitié fait faire à son film et à ses personnages pour bien dire aussi à l'ego parfois que peut avoir un militant de gauche avec la grandiloquence que DiCaprio y met et la paranoïa aussi, de dire attention, tu n'es pas le centre du monde. Alors il se trouve que par ironie, si cette opération effectivement, elle a bel et bien été diligentée par ce personnage de Sean Penn qui veut retrouver sa fille, enfin ce qu'il pense être sa fille métissée, qu'il doit absolument éliminer, écarter. Alors on ne sait pas pourquoi il veut la retrouver exactement, et ça fait partie aussi des entrelacs de motivation que je trouve intéressant dans le film. Ouais, après cette scène, enfin cette très longue séquence qui de l'assaut de cette ville, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle est située. Je suis assez d'accord pour dire que c'est l'un des moments forts du film. Et en termes de mise en scène, c'est certainement là où il y a, sans que ça soit une esbrouffe particulièrement démonstrative, c'est quand même là où on ressent le plus la fluidité de la mise en scène de Pitié sur la longueur du film. Vraiment du début jusqu'à la fin. De toute façon, le film, ce que je disais, commence avec DiCaprio qui court parce qu'il est à la bourre pour rejoindre sa bande. Et se clôt par sa fille qui court parce que elle part pour aller prendre sa voiture pour aller à Seattle. En fait, le film court du début jusqu'à la fin. On ne fait que dérouler un fil en continu. Et je pense que ça n'étonnera personne, mais bon, Pitié est suffisamment adroit avec sa caméra et avec son montage pour qu'on ressente vraiment sur toute la longueur cette fluidité. On est vraiment... Et c'est vraiment un long fil de 2h40 qui est déroulé. Sans temps mort, beaucoup de musique, montage alterné, cette musique qui vient vraiment... Pour moi, c'est vraiment ce fil-là, c'est vraiment le fil de l'histoire américaine, au moins sur les 40 dernières années que Pitié est en train de dérouler pour nous montrer comment c'était avant, comment est-ce que c'est en train de devenir maintenant, ce que ça deviendra ensuite. Et il essaye de l'englober d'un halo de musique qui viendrait embrasser la totalité des différents genres typiquement américains. Et donc vraiment sur les 30-40 premières minutes du film, il n'y a jamais un moment de silence. Je suis pas spécialement fan de ce procédé, donc au départ ça m'agressait un petit peu. Finalement sur la longueur, je pense que j'y ai même plus fait attention. Donc moi c'est ça. Moi, je suis d'accord. Au début, le début, moi, je m'agaçais un petit peu de cette volonté de tout recouvrir par de la musique, par un montage alterné ou elliptique, à multiplier, les ponts entre les différentes scènes, mais en montrant tout ça que tout ça fait déjà partie du passé. Il y a déjà d'ailleurs une charge de nostalgie qui est là dès le début, mais je trouve qu'en prenant du recul, en ayant vu tout le film, c'est plutôt à mettre au crédit du film, puisque c'est une cohérence de mise en scène, de structuration du film. À minima, de toute façon, c'est tout à fait cohérent et totalement volontaire de la part de Pitié. Donc après, on peut ou ne pas apprécier les choix du réalisateur, mais oui, c'est d'une maîtrise absolue. Après, tu mentionnais le personnage de Sean Penn. Je rebondis sur le personnage de Sean Penn
pour en revenir à ce que je disais dans mon introduction sur le côté hétéroclite du film. Quand je parle d'un film hétéroclite, c'est que j'ai l'impression de voir différents films en un. Que tout le monde n'est pas au diapason. Et c'est ça qui me hérisse un petit peu. Enfin, j'aime bien quand c'est un tout homogène qui m'est livré. On en a parlé, je sais que tu ne partages pas forcément mon opinion. Je trouve que le personnage de Sean Penn est très lourdement caricatural, mais ça ne lui est pas imputable, hein, c'est le personnage tel qu'il a été écrit. Et donc il a décidé de l'interpréter de manière encore plus caricaturale, et je trouve qu'il dénote très fortement par rapport au reste du casting. Effectivement, par rapport à l'extrême gauche, hein, on sent qu'il y a une petite... sur la longueur, de toute façon, Pitié distille beaucoup d'humour aussi par rapport à leur... que ça soit l'encroutement de DiCaprio, le côté un peu procédurier des personnes qu'ils appellent. Mais je trouve que l'ensemble, ils sont pas... c'est pas... Bon, c'est bien, ça montre à quel point, il a certainement plus d'acquaintance pour l'extrême gauche que pour l'extrême droite. Il n'y a pas d'équivalence. Mais ils sont pas traités sur un pied équivalent. Et moi, j'estime que si on part dans la caricature, alors il faut que tout soit caricatural. Ouais, alors effectivement, on en a un petit peu parlé avant, et il y avait sur la définition de ce qu'est la caricature exactement. Mais en fait, moi, je trouve que ce personnage est réussi, et je trouve qu'effectivement, si on n'aime pas ce personnage, on peut pas complètement aimer le film. Mais en l'occurrence, alors je suis un peu d'accord sur parfois le jeu de Sean Penn qui est pas toujours d'une grande subtilité. C'est un acteur qui peut être bien, mais bon, c'est pas non plus mon acteur favori. Mais ceci dit, dans le film, il permet quand même aux contradictions d'agir dans le personnage. Et voilà, sa quête de sa fille, rien que ça, je trouve qu'il rend bien dans son interprétation et dans l'écriture du personnage et dans les péripéties qui en découlent. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Est-ce qu'il veut la retrouver pour renouer avec elle? Parce que, alors, il veut faire un test de paternité. Donc, il la séquestre, il la soumet à un test de paternité. Et en fait, dans le moment de tension qui suit, moi, je trouve assez extraordinaire. Alors, on voit si les lignes s'alignent pour déterminer est-ce que oui, il est bien son père ou pas. Et là, on ne sait pas bien s'il veut qu'elle soit sa fille ou s'il veut qu'elle ne le soit pas. Et comme il veut rentrer dans une société blanche suprémaciste, il a intérêt normalement à ce qu'elle ne soit pas sa fille. Oui, mais il se trouve qu'en fait, au moment où l'appareil semble dire au début qu'elle n'est pas sa fille, il se met en pétard. Et il est frustré parce qu'en fait, on voit qu'il a déjà commencé à prendre en affection cette jeune fille assez fringante, énergique, intelligente, débrouillarde, qu'il a déjà commencé à l'admirer, à la prendre en affection. Il commence d'ailleurs un dialogue de père avec elle. Alors tu as un petit ami, et elle stop net, elle dit mais en fait j'ai pas envie d'avoir ce dialogue père-fille avec toi en fait. Et le personnage de la fille elle-même va brièvement, mais quand même à un moment donné qui semble important, changer de regard sur lui. Le moment où elle dit de toute façon ma mère c'était une balance et donc je la respecte pas, moi c'est autre chose, et lui la rappelle à l'ordre immédiatement et dit arrête, ta mère c'était une héroïne, une grande défenseuse des libertés, etc. Et là sa fille du coup est un petit peu estomaquée, elle le regarde mais avec un intérêt nouveau pour son père du coup, en disant ah, il m'apprend quand même une facette de ma mère jusque-là qu'on m'avait pas dit. Au contraire, on m'avait dit plutôt, son père l'avait bercé dans les illusions que sa mère avait été une héroïne, mais ensuite on lui avait dit non, au contraire, elle nous a tous balancé, c'est une horreur. Et donc là, son père vient mettre une nuance sur sa mère, sur le personnage de sa mère. Et donc, rien que voilà, tout ce tenant et aboutissant dans si peu de scènes, si peu de moments exprimés, je trouve que c'est quand même un tour de force. Après, c'est vraiment une question de sensibilité. Après, pour moi, ces nuances-là, elles sont sur le papier, elles sont dans le scénar, c'est ce qu'on a donné aux acteurs. La résultante, et moi, ce que j'en vois à l'écran, ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, je n'y vois absolument aucune subtilité. Il y a les jeux de regard entre les acteurs. Moi, je trouve toute cette séquence-là extrêmement lourde et ne me passe absolument rien. Le problème, c'est qu'en fait,
dès le départ, en fait, le personnage de Sean Penn, il est mis dans une situation impossible, en fait, pour moi, en tant que spectateur. Il est totalement non crédible. C'est que donc la première fois où on le voit, c'est vraiment au tout début du film, lorsqu'il y a le premier assaut sur le camp de migrants, avec cette centre de rétention, ouais. la conjointe de DiCaprio qui le prend à part. On part directement dans une scène ultra caricaturale et assez ridicule de mon point de vue, où elle lui demande de se mettre au garde à vous, mais en fait, ce qu'elle demande de mettre au garde à vous, c'est sa bite. Et donc, lui va s'appliquer à le faire, en étant... enfin, voilà. On a compris. Mais en étant tout... Oui. C'est totalement impossible, donc... Oui. Et donc, en fait, c'est sur cette base-là, on aurait dû on devrait ressentir l'amour qu'il a développé pour cette femme. Bah, c'est du désir. Mais le film montre la contradiction qu'il a entre ses idées politiques et son désir. Dans cette scène-là, c'est improbable il y a zéro désir, c'est pas possible. Bah, lui, il est d'emblée bluffé par le culot et l'aplomb et l'énergie de cette fille. En fait, il est subjugué. Donc, en fait, elle veut l'humilier, mais en fait, en l'humiliant, elle ne voit pas qu'elle a vraiment harponné son désir. Et lui, ensuite, va dérouler ce désir-là. Et visiblement, c'est un homme qui a ce besoin d'être peut-être dirigé par une femme, mais qui veut pas l'exprimer parce qu'à la base, il a des idées très réactionnaires. Et donc, moi, ça fait partie de la facette que j'ai bien aimée dans le film. Que en fait les pires réactionnaires peuvent parfois être traversés de fragilité qu'ils ne veulent pas avouer. Je suis tout à fait d'accord, mais pour moi ça c'est très bien au niveau scénaristique, mais moi je trouve ça à l'écran ce qu'on est donné à l'écran pour moi sur toute la longueur c'est je l'apprécie pas du tout. Ouais. Bon bah écoutez, on va finir là-dessus. On espère que cette discussion vous aura intéressé et puis on vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.